C'était il y a un peu moins d'un an et demi, en octobre 2020. Le tribunal administratif de Cayenne enjoignait au rectorat de Guyane de scolariser 18 enfants étrangers, haïtiens, péruviens, syriens ou même palestiniens. Une décision saluée à l'époque par le réseau RESF, le réseau Éducation sans frontières, qui avait parlé d'une victoire pour le droit à l'éducation et à l'instruction dans une Guyane où, selon les derniers chiffres, notamment ceux de l'UNICEF, plus de 10 000 élèves n'accèdent pas à l'école. Et depuis cette ordonnance de 2020, considérée par beaucoup comme historique, où en est-on? Pour en parler, Aurore Gourceau est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aurore Gourceau, vous êtes membre du RESF, le réseau Éducation sans frontières, qui est constitué d'enseignants, de syndicats ou encore d'associations de parents d'élèves et d'aide aux étrangers. À l'époque, en 2020, RESF avait espéré que cette ordonnance fasse date, qu'elle permette en quelque sorte la régularisation progressive en termes de scolarité de tous ces élèves. Plus d'un an après, qu'est-ce que vous observez, Aurore Gourceau? Écoutez, ce que ça a permis d'acter dans un premier temps, c'est l'illégalité du rectorat. Donc ça, c'est vrai que maintenant, les familles qui peuvent se faire accompagner par la justice pourront obtenir les mêmes choses. Après, on sait que c'est souvent compliqué quand on est précaire et qu'on ne maîtrise pas la langue française de partir en justice. Il y a des peurs. Et concrètement, on voit bien qu'aujourd'hui, la situation n'a pas évolué en termes de construction scolaire, de bâtiments, d'accueil des jeunes. Il n'y a pas d'évolution. C'est à chaque fois la même question. Quelque part, la faute à qui? D'où il vient le problème? C'est purement un manque de moyens, de place dans les établissements scolaires. On se souvient encore au début de l'année qu'il y avait eu tous ces problèmes d'affectation pour de nombreux élèves. Un manque de moyens ou bien aussi un manque de volonté de la part à la fois des services de l'État, mais aussi un manque de volonté des collectivités locales et aussi les communes. C'est vrai que c'est difficile de démêler la part de chacun, mais en tout cas, depuis le temps qu'on voit qu'il y a des projections possibles en termes de démographie, il n'y a rien de surprenant en fait dans ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ça fait 16 ans que j'entends qu'on manque de construction scolaire. Donc on peut penser qu'il y a quand même un manque de volonté politique. Bon, il y a de l'argent qui est arrivé pour des constructions, ça ne se met pas en place. Il y a eu les accords de Guyane, mais avant ça, il y avait quand même la possibilité au niveau du rectorat de faire remonter les besoins au niveau ministériel. Voilà. Je pense que tout le monde a sa part et moi, j'analyse plus ça. Au réseau Éducation sans frontières, on voit plus ça comme un manque de volonté politique que comme une fatalité qui permettrait que seuls certains enfants privilégiés puissent accéder à l'école publique en plus. Donc c'est vraiment... Un manque de volonté politique de la part de l'État français? Ah non, alors pas seulement, parce qu'il y a l'État français et puis on voit bien que les collectivités jouent pas le jeu non plus. Il y a certaines communes qui se contentent de pouvoir scolariser certains enfants et qui n'aident pas justement les familles les plus précaires, les plus en difficulté à scolariser leurs enfants. Et qu'est-ce que vous répondent justement toutes les communes, la CTG, la collectivité territoriale de Guyane quand vous allez vers elles pour leur faire part de toutes ces situations-là? Écoutez, tout le monde se renvoie la balle, c'est très simple. On a les communes qui nous disent qu'elles n'ont pas les moyens, la CTG qui nous dit qu'elle n'a pas les moyens, le rectorat qui nous dit qu'il n'y a pas les moyens. Après, il y a différents arguments qui vont arriver en disant que oui, les chiffres de l'INSEE sont pas bons, mais ça c'est faux. Ça fait des années, presque 20 ans qu'il y a une démographie qui est calculée, qui est anticipée. Il y a des services du rectorat qui travaillent que là-dessus. Il n'y a rien de surprenant. Les maires, eux, ils ont l'obligation de répertorier le nombre d'enfants à scolariser sur leur commune. C'est leur travail. Donc ça, on ne peut pas dire non plus que ça vienne de l'INSEE, en fait. Il y a vraiment un travail à faire de la part de chacun. Avec encore et toujours une insuffisance d'infrastructures scolaires, puisque les taux de remplissage dans certains établissements atteignent parfois les 150%. Oui, non, on se retrouve avec effectivement des collèges et des lycées. C'est non seulement la sécurité qui est mise en jeu, et puis rien que le climat scolaire est impacté, parce que c'est vrai qu'on est serré comme des sardines, quoi. Il n'y a pas assez de personnel et il n'y a pas assez d'espace, quoi. C'est une situation qui touche tous les niveaux, l'accès à la scolarité pour ces enfants étrangers en Guyane. C'est le cas en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, ou bien il y a certains niveaux que vous constatez que c'est quand même plus difficile que pour d'autres? Alors, moi, c'est vrai que je tiens à préciser que le réseau Éducation sans frontières, on n'axe pas notre accompagnement vers la scolarité uniquement vers les enfants étrangers. Il se trouve que c'est souvent eux qui sont
victimes du système. Mais après, vous savez, il y a un collectif de parents qui s'est créé en début d'année pour la scolarité des élèves post-troisième. Et c'était pas forcément des élèves d'origine étrangère qui étaient dans cette situation-là. Mais on voit alors, en petite section de maternelle, ça c'est peut-être le principal... c'est là où on voit le plus de difficultés à scolariser l'enfant, là, les enfants de 2-3 ans. Ensuite, sur les 10 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est vrai que la plupart, ce sont surtout des tout-petits. Alors oui, il y a des tout-petits, mais vous savez, il y a l'obligation de scolarité des 3 ans. Donc là, effectivement, on voit que c'est pas effectif et qu'on dit souvent aux parents, vous serez prioritaire l'année prochaine, et c'est pas toujours le cas. Tous les enfants qui arrivent à passer l'âge du collège, enfin qui arrivent en Guyane après 11 ans, il y a tout un système du rectorat qui est censé les évaluer, voir leur niveau pour ensuite les affecter. Ça c'est pareil, ça fonctionne pas du tout. C'est le CASNAV et on voit que il y a des délais qui permettent pas la scolarisation souvent des enfants, quoi. Oui, parce qu'évidemment, il y a la scolarisation en tant que telle, mais il y a aussi les conditions de cette scolarisation. Vous venez d'en parler, hein, le CASNAV, le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, dont l'objectif est, je suis allé sur leur site, faciliter l'accueil et la scolarisation de ces élèves. Ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Mais on pense même, au-delà de ça, qu'il y a une volonté en fait de freiner, parce qu'une fois de plus, ils vont nous dire qu'il n'y a pas les moyens d'accueillir ce genre d'élèves. Il y a des priorités qui sont données. Donc c'est vrai que dans l'académie, si on a un handicap, qu'on a des besoins particuliers, qu'en plus on n'a pas le français en langue maternelle, globalement, on se retrouve à la rue. Le CASNAV donc, fait des dossiers, il y a des dossiers à remplir. Et la première chose, on se demande, en fait, les dossiers sont en langue française. Donc c'est des gens qui sont nouvellement arrivés, des familles qui ne maîtrisent pas le français. On se demande pourquoi cette volonté de maintenir, c'est juste ça, hein, c'est un détail, hein, ce dont je vous parle. Hein. Mais rien que ça, on se dit pourquoi ne pas permettre l'accès, comprendre comment remplir le dossier déjà aux personnes. Ou un accompagnement, ça pourrait se faire aussi, mais c'est pas le cas. Oui, 70%, hein, il me semble, des enfants sur le territoire n'ont pas le français comme langue maternelle. Donc évidemment, c'est un sujet primordial. Scolariser pour scolariser sans permettre des conditions favorables, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, voilà, en fait, on pense que c'est effectivement un moyen de mettre des gens un peu de côté pour éviter qu'ils rentrent dans les chiffres justement des non scolarisés, parce que passé 16 ans, en fait, on s'en désintéresse. Il n'y a pas d'obligation de scolarité, mais il faut savoir qu'il y a des jurisprudences qui disent que c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de les scolariser à partir de 16 ans qu'ils n'ont pas le droit à la scolarisation. Donc ça aussi, c'est une manière d'enlever un nombre d'élèves des chiffres de non-scolarisation. Alors selon un rapport de l'UNICEF, qui a d'ailleurs été fait avec le soutien du défenseur des droits, c'était en juillet dernier, il a été constaté, je cite, des entraves, voire des discriminations au moment de l'inscription au collège ou au lycée de jeunes étrangers du fait de la lenteur des affectations et des refus guichets illégaux parfois justifiés par le manque de place. Ça se traduit comment, Aurore Gourceau? Ce sont directement les établissements sur place ou bien le rectorat qui sont à l'origine de tous ces dysfonctionnements et de tous ces manquements-là? Alors, écoutez, je ne peux pas vous faire une réponse précise parce que tout ce qui est remonté au niveau du défenseur des droits, c'est des témoignages qui viennent d'un peu partout. Nous, le réseau Éducation sans frontières, on est un petit peu partout. On est à Saint-Laurent, Mana, on a une antenne à Maripasoula, on a Grand Santi, on a Cayenne. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des difficultés qui sont plus prégnantes dans l'île de Cayenne, globalement. Saint-Laurent, c'est compliqué pour la scolarisation des petits, mais c'est vrai que la partie CASNAV des jeunes de plus de 11 ans qui arrivent sur le territoire, il y a des entraves qui sont faites au niveau du CASNAV avec des dossiers qui sont déposés et des enfants qui sont jamais rappelés ou qui sont rappelés pour passer des tests, mais les tests ne permettent pas l'affectation. Enfin, on les voit plus au niveau du littoral et de l'île de Cayenne. Pour qu'on se rende bien compte, de quelle manière est-ce que vous, RESF, le réseau Éducation sans frontières, vous intervenez justement pour venir en aide à tous ces élèves ? C'est vrai qu'on essaye d'agir à plusieurs niveaux. Donc on a des permanences dans les établissements pour l'accès au droit. En fait, ça c'est le droit, ça fait partie du code de l'éducation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir informer les jeunes sur un certain nombre de démarches administratives. On a des permanences en dehors ponctuellement pour pouvoir aider les familles à faire leurs démarches. Après, on essaye de communiquer au maximum sur les possibilités d'aller en justice pour obtenir un droit finalement. Le droit à l'école, c'est la base pour une société. Si on met des enfants de côté, forcément, on voit ce que ça va donner. Après, on mène des actions en justice. On est relié aussi au collectif migrants Outre-mer. C'est des juristes et des militants qui sont sur Mayotte et sur d'autres territoires délaissés, on va dire.
Et après, on fait de l'accompagnement individuel aussi. C'est vrai que dès que quelqu'un qui maîtrise la langue française accompagne les familles, les réactions vis-à-vis des agents ne sont pas les mêmes. C'est plus simple. À la rentrée 2019, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait déclaré que pour arriver à ce que tous les enfants de Guyane aillent à la maternelle dès 3 ans, il faudrait 2 ou 3 rentrées pour y arriver pleinement. On est en 2022, rien n'a été fait, rien de particulier n'a été fait depuis ces dernières années. Je reformule ma question, est-ce que vous avez l'impression, mine de rien, que les choses avancent ou bien qu'elles stagnent malgré tout depuis de longues années et que rien ne change ? Non, alors nous on ne voit pas d'évolution sur le terrain. Après, c'est quelque chose d'assez global, le fait de casser les services publics, de les détruire pour laisser la part au privé. Donc ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, ça fait les choux gras de plein d'écoles privées, de centres de formation privés, parce qu'il n'y a pas assez de structures. Et je pense que c'est presque un accord finalement, parce qu'il y a plein de gens qui s'y retrouvent, des étrangers ou des jeunes de manière générale qui ne peuvent pas être scolarisés dans le service public. Et donc des formations payantes. Des formations payantes. Là, les lycées privés sont pris d'assaut, et tout ce qui est formation payante aussi, des fois il y a des aberrations sur des formations qui vraiment vont pas permettre aux jeunes une bonne insertion professionnelle, mais qui sont ouvertes à tous et qui coûtent 3 000 € l'année. Donc voilà. Et donc ça, je pense que ça va être la même chose pour les écoles. La maternelle, on va avoir de plus en plus de maternelles privées. Il y a encore quelques années de ça, on vous entendait beaucoup prendre la parole pour défendre certains élèves étrangers, donc des enfants qui étaient scolarisés, je le rappelle, et qui étaient menacés de quitter le territoire, d'être expulsés du territoire faute d'autorisation. Ces interpellations-là, ces expulsions, là, on en est où, Aurore Gourceau ? Alors ça, c'est par contre un accord qu'on peut souligner là, depuis la création de RESF en 2006. En fait, on est né, nous, notre réseau, d'un accord avec la préfecture, parce qu'il y a 3 élèves de lycée qui devaient être expulsés. Et la préfecture de Guyane, depuis, a bien acté que la scolarisation prenait le dessus et qu'on ne toucherait plus aux élèves qui étaient en lycée ou étudiants. Pour sanctuariser en quelque sorte les établissements scolaires. Voilà, qu'il n'y ait pas la peur au ventre tous les jours et tous les matins pour les enfants et les jeunes d'aller à l'école. Donc ça, depuis 2006, il y a eu quelques petits rétro-pédalages de la part de la PAF, des fois, qui venaient interpeller les étudiants dans l'enceinte de la fac. Oui, on se souvient, en 2018, vous aviez pris la parole à RESF, justement pour alerter sur ces situations-là. Tout à fait. Et depuis, cet accord, par contre, tient toujours. On a rencontré le préfet il y a 1 an qui nous a bien assuré que oui, l'éducation a été quelque chose de très important et qu'on n'allait pas revenir sur ça. Bon, ça ne permet pas pour autant qu'ils soient régularisés. Ça leur permet juste le temps de leur scolarité, qu'ils ne soient pas au centre de rétention. Enfin voilà, vous imaginez les conditions dans lesquelles ça peut mettre les jeunes d'être interpellés, enfermés dans un lieu comme le centre de rétention sans savoir ce qui va advenir. Que dit d'ailleurs la loi, Aurore Gourceau, sur la régularisation des élèves étrangers en France et donc en Guyane ? Alors il y a plusieurs situations. La première situation, c'est un enfant qui arrive avant ses 13 ans, jusqu'à 13 ans avec un de ses parents. Lui, on sait qu'à ses 18 ans, il sera régularisé, c'est la loi. Après, s'il arrive après 13 ans, il y a tout un tas de preuves à amener. Par exemple, le fait qu'il soit scolarisé, ça montre son intégration. On voit quel niveau il a, quels liens familiaux il va avoir, quel investissement il peut avoir s'il a une scolarité sans trop d'absence, avec des bons résultats scolaires. En général, il finit par être régularisé, mais c'est pas automatique. Donc c'est vrai qu'un jeune qui arrive avant 13 ans avec ses parents, il n'a pas à s'inquiéter, excepté qu'actuellement, il y a des grosses difficultés pour obtenir des rendez-vous en préfecture et avoir une carte de séjour. Mais sinon, si ça pouvait se faire, ce serait direct. Oui, parce que là, on parle uniquement des enfants, des élèves depuis tout à l'heure, mais le phénomène, il est évidemment beaucoup plus large. Il touche à la question de l'immigration en Guyane de manière générale. Il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre, le tribunal administratif de Cayenne avait ordonné à l'administration de permettre aux personnes qui demandent un titre de séjour de pouvoir le faire de façon non dématérialisée. Quelles informations vous avez, vous, Aurore Gourceau, à ce niveau-là, sur la régularisation, on va dire, de ces jeunes, en l'occurrence, qui vont voir la préfecture pour obtenir un droit de séjour ? Écoutez, depuis le Covid, qui a servi quand même, je pense, à acter un certain nombre de comportements liberticides et de freiner la régularisation des jeunes, on a des retours qui sont dramatiques. C'est-à-dire qu'on a des rendez-vous qui sont impossibles à prendre. Donc oui, il y a effectivement depuis le 1er mars la possibilité
de prendre rendez-vous. C'est pas déposer le dossier, hein, c'est d'avoir un rendez-vous en demandant le rendez-vous par la poste. Alors par courrier. C'était uniquement par dématérialisation, donc le site internet était plein tout le temps. La seule solution qu'on a, c'est d'envoyer vers des avocats qui vont faire des référés mesures utiles, et dans le mois qui suit, les personnes peuvent avoir un rendez-vous. Mais là, en fait, le rendez-vous par la poste, pour l'instant, on n'a pas de retour, vu que ça date du 1er mars, mais je pense pas que ça permettra aux gens d'avoir des rendez-vous plus rapidement ou plus facilement. Et que face à ça, beaucoup de personnes sont obligées en fait de déposer des référés, donc avec des avocats, pour obtenir un rendez-vous quelque sorte avec la préfecture. Voilà, donc il faut passer, donc c'est de l'argent dépensé, c'est des mesures, voilà, enfin c'est un peu compliqué, et comme je vous le dis, en plus selon les personnes qui n'ont pas d'accès à la langue française et qui connaissent pas l'administration, forcément il y a plein de gens qui vont pas aller vers un avocat pour obtenir un rendez-vous. Ça c'est la première étape, c'est obtenir un rendez-vous. Donc déjà c'est le Graal. Et une fois qu'on a le rendez-vous, les retours qu'on a sont vraiment catastrophiques également, quoi. C'est-à-dire que il y a des agents qui doivent étudier la complétude du dossier, voir si le dossier est complet. Et les jeunes avec qui on a vérifié les dossiers nous donnent les raisons pour lesquelles les personnes à l'accueil n'acceptent pas leur dossier, et c'est tout simplement c'est illégal en fait. C'est quoi ces raisons qui sont invoquées ? Les retours qu'on a, ça varie d'une personne à l'autre, mais il y a toujours des raisons invoquées qui n'ont rien à voir avec le fait que le dossier soit complet ou pas. On va dire à des jeunes, ah t'as un enfant, mais le papa n'est pas français, va donc faire un enfant avec un français. Enfin, pour un agent de la préfecture, c'est quand même un peu aberrant. C'est pas une fois que ça nous revient, c'est plusieurs fois. On va leur dire tu n'as pas 10 ans de présence sur le territoire, ne dépose pas ton dossier, alors que la loi ne correspond pas du tout à ces 10 ans. Ça n'a rien à voir. Ou d'autres à qui on va dire ah, tes parents ont une carte de séjour, ils vivent en France. Ah, mais oui, mais ils vivent dans l'Hexagone. Ils ne vivent pas en Guyane, donc ça ne marche pas, comme si on avait deux pays différents. C'est pas encore le cas. La Guyane et l'Hexagone, et ben non, la loi est la même. Donc du moment où les parents sont de manière régulière en France, quel que soit le département ou l'endroit, la loi est la même en fait. Il n'y a pas de séparation Guyane-Hexagone. Et donc on se retrouve avec des jeunes qui ont bataillé pour obtenir un rendez-vous, et qui, une fois qu'ils ont le rendez-vous, ils retournent chez eux dépités, sans avoir pu déposer leur demande de carte de séjour. Dernière question, Aurore Gourceau. Depuis tout à l'heure, on parle de scolarisation de manière générale, mais tous ces dysfonctionnements dont on parle depuis tout à l'heure, ils ont des conséquences sur la qualité de l'enseignement et la qualité de l'apprentissage. Je suis tombé sur ces chiffres de la Maison des adolescents de Cayenne, qui a constaté que 80% des élèves en rupture scolaire qu'elle accueille, ils sont d'origine haïtienne. Que 80% des élèves en rupture scolaire que la Maison des adolescents de Cayenne accueille, ils sont d'origine haïtienne. C'est considérable, et ça dit bien finalement que quelque chose ne va pas à l'origine. Mais oui, je pense que tout se recoupe, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté d'accueillir, il n'y a pas la volonté de donner sa chance à tout le monde, de faire en sorte que la société puisse évoluer avec des cultures mélangées, et qu'on puisse vraiment tous tirer parti les uns des autres. Il y a, je pense que je m'avance pas trop en le disant, mais il y a vraiment des discriminations qui sont faites, quoi. Merci beaucoup, Aurore Gourceau, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un membre du réseau Éducation sans frontières. Vous avez des actions prévues là dans les semaines qui viennent pour un petit peu alerter sur toutes ces questions-là? Là, c'est vrai qu'on s'inquiète toujours des refus de guichet, parce que c'est pas compréhensible. Donc pourquoi refuser aux jeunes de déposer leur dossier? C'est vrai qu'on va alerter, je pense, à ce niveau-là, parce que y a pas de... Disons que les retours qu'on a des chefs de service nous disent mais les dossiers n'étaient pas complets. C'est pas du tout c'est pas le cas, et c'est pas ce qui est dit par les agents qui accueillent. Donc c'est vrai qu'on voudrait interpeller un peu la préfecture là-dessus, à savoir, mais que se passe-t-il au niveau de la formation des agents pour accueillir les usagers. Radio Pays.